Mais j'attends que t'arrêtes de faire du bruit. Le Ginette Club. Tea time entre amis. Épisode 8, celles qui font famille, avec Claire et Miguel. Hello tout le monde, c'est Marion, et dans cette saison du Ginette Club, on va parler d'amitié. Avec Julie, ce sont des relations super importantes dans nos vies, et on trouve qu'on n'en parle pas assez. Pour y remédier, aujourd'hui nous accueillons Claire, qui a 28 ans et est architecte, ainsi que Miguel, 50 ans, qui est acteur-clown dans une compagnie jeune public. Ils se connaissent depuis une demi-heure, et nous ne les connaissions pas avant non plus. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Salut. Salut, bonjour. Alors on va commencer avec une question qu'on pose dans chaque épisode. Qu'est-ce que l'amitié pour vous ? Qu'est-ce que cela signifie ? J'étais en train de faire du yoga ce matin et il y a quelque chose qui m'est venu comme ça, comme une illumination. Je me suis dit que l'amitié c'était d'abord une relation à soi. J'étais dans un mode soin et je me suis dit mais oui c'est ça, c'est d'abord une relation à soi qu'on partage avec d'autres. Des amis. Et puis, à partir de là, les amis deviennent, et j'ai une autre illumination, les amis deviennent famille, parce que dans famille, il y a amis. Je me suis dit, mais allez, c'est pas une coïncidence quand même. C'est vrai. Voilà, donc je dirais, oui, c'est une relation aux autres, une relation d'amour aux autres, mais qui commence par une relation à soi. Tu dirais un peu comme un miroir ou non ? Pas forcément, mais... ça commence par être son bon ami à soi et puis le devenir pour les autres. Parce qu'on peut avoir des proches, des amis qui sont à des kilomètres de vous, qui ne vous ressemblent pas du tout. Et pourtant ça match et... c'est vrai. Donc, pas forcément miroir, plus connexion, relation, action, ouais. Genre, ouais. J'en parlerai après. Et pour moi, l'amitié, c'est un peu comme si tu mettais dans un shaker plein de sentiments un peu que tu retrouves dans la famille, dans les relations sentimentales. Donc l'amour, la tendresse, la colère, un peu tout ce qu'on peut retrouver dans ces milieux. Et tu les mets tous ensemble, tu mélanges, et là ça fait un espèce de boom explosif avec... une espèce de relation qui se crée et qui mélange un peu tous ces trucs et à la fois dans lesquels tu peux trouver chez des amis différents peut-être plus d'affinité sur un point que tu peux retrouver dans une famille ou plus relation amicale où tu as presque des sentiments amoureux tellement c'est fort mais en fait c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié et je trouve que c'est une espèce d'explosion mixeur-shaker. Voilà. Mais du coup c'est de l'amour. Ah, c'est de l'amour. Moi, je pense que l'amitié, c'est plus fort que la relation sentimentale, mais à toute proportion gardée, oui, c'est de l'amour. Très intéressant, puisque c'est la première fois depuis le début qu'on a ces deux définitions-là. Oui, personne ne nous a dit ça encore. Donc, on a des définitions à chaque fois très personnelles et très fortes. Du coup, dans cet épisode, nous voulions aborder le thème de la famille sous un nouvel angle, comme la vie en communauté ou vivre avec ses amis quotidiennement ou faire des enfants en dehors du couple amoureux. Est-ce que vous considérez certains de vos amis comme des membres de votre famille, c'est-à-dire aussi en les incluant dans des événements dits familiaux ? Tout à fait. Enfin, j'ai surtout une famille formée d'amis. Après, j'ai aussi ma famille de sang, on va dire, qui n'habite pas la Belgique, mais j'ai une grande famille d'amis, surtout. Et en effet, avec qui on se voit pour un tas d'événements qui, normalement, seraient familiaux. Je ne sais pas si c'est lié au fait que depuis longtemps, je suis éloignée de ma famille de sang. Ça a dû jouer donc par rapport à faire des événements comme Noël ou des autres trucs plus classiques comme ça, que je fais plutôt avec des amis. Mais oui, donc pour répondre à la question, oui. Par éloignement, tu veux dire géographique ? Ouais, tout à fait. Oui, c'était pas un sentiment d'éloignement voulu, c'est juste... Donc toute ma famille vient d'Espagne et c'est un peu une longue histoire, l'immigration avec mes grands-parents qui arrivent en Belgique, puis qui repartent en Espagne, puis mes parents qui repartent en Espagne, puis nous qu'on a été ballottés depuis tout petit, on est ballottés entre l'Espagne et la Belgique. Et aujourd'hui,
ma famille proche est en Espagne. Et c'est depuis longtemps que ma famille vit ça, cet éloignement géographique, si tu veux, avec ses propres racines. Okay. La réponse est oui, évidemment. Moi, j'ai de la distance, mais ma famille de sang, entre guillemets, elle vit à Paris. Je suis arrivée à Bruxelles à 18 ans, donc assez jeune quand même. J'ai décidé de partir de chez moi pour des raisons diverses. Et déjà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très, très groupe d'amis. Il y a des gens qui ont 1, 2, 3, 4 amis qui sont pas forcément liés entre eux. Moi, j'ai toujours eu cette appartenance à des bandes avec qui on fait plein de trucs tous ensemble. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, le fait d'être jeune et loin de ma famille, ça a fait que ce sentiment un peu d'appartenance à un groupe, à une bande de potes, elle s'est encore plus renforcée. Et donc ils sont là depuis 10 ans. Et nous, on trouve toujours des prétextes pour tout. On fête Noël, même si c'est pas le vrai Noël. On fête Thanksgiving alors que personne n'est américain. En fait, on fait tout parce que c'est des prétextes pour dire que c'est une occasion pour se voir, pour dîner ensemble, pour faire la fête. Le moindre truc à fêter, une démission, une séparation, hop, on y va. Et je pense que c'est... Oui, c'est notre manière de vivre. Et après, au niveau familial, événement, moi, chez moi, on est très famille, dans ma famille de sang, entre guillemets, mais on a toujours eu ce truc, si quelqu'un est seul à Noël, on l'embarque, un divorcé, un célibataire, quelqu'un qui n'a pas pu partir parce qu'il a raté l'avion, il y a des grèves, machin. Donc on a un peu toujours grandi avec des éléments extérieurs, amis de la famille qui débarquaient et qui en fait font partie de vie familiale, même s'ils en font pas partie, pas des cousins, des oncles, des tantes. Donc c'est quelque chose que tu as vécu aussi enfant au final, oui. Que tu as répété toi oui, aussi. Et que j'aime bien continuer de persévérer, quoi. Et du coup, pour aller plus loin, vu que vous considérez tous les deux vos amis comme des membres de votre famille, est-ce que vous pourriez envisager d'acheter un bien immobilier avec vos amis ou faire un enfant avec un ami, donc sans être en couple, voire de vous paxer ou autre? Alors moi, je suis en train de construire un projet avec... on est 4, donc 3 amis, pour vivre ensemble, entre guillemets. Donc on est architecte, comme beaucoup d'architectes, on est une secte, on traîne toujours entre nous. Et à tel point qu'il y a 2 ans et demi maintenant, on a décidé d'acheter un bâtiment à Bruxelles pour en faire 4 appartements et d'avoir aussi des espaces communs. Donc c'est pas une coloc, c'est vraiment chacun a son espace, chacun a son appartement. C'est aussi un investissement immobilier. Mais l'idée, c'était de monter ce projet ensemble, de toutes pièces, de faire une sacrée rénovation. C'était la première fois qu'on achetait chacun, donc de se lancer un peu sur le marché banque, finance, discussions compliquées, et de trouver un équilibre de vivre ensemble, tout en ayant chacun notre intimité. Donc là, on va commencer à vivre ensemble, j'espère, en janvier-février. Donc ça va être une autre étape. Mais là, la première étape de déjà... monter le projet, se mettre d'accord, faire un permis d'urbanisme, avoir des discussions financières sérieuses parce qu'on vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous les mêmes apports, il faut trouver un peu ce truc entre nous, mais à finalité de vivre avec mes 3 meilleurs potes, de pouvoir sonner quand tu veux, d'avoir un atelier commun et que ce soit un peu auberge espagnole à Saint-Gilles, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à Auberge Saint-Gilloise. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir envie de monter ce projet ensemble? On avait déjà fait des projets de plus petite ampleur, participatifs, collectifs, quand on était en études d'archi. Et je pense qu'on a une bonne synergie. On est très très différents tous. Mais je crois que c'est des différences qui nous rapprochent en fait sur certains points et qui font que on aime bien bosser ensemble. En plus de ça, on a aussi des projets pour des clients où on travaille ensemble en collectif. Et pour tout vous dire, on était bourrés un soir au bar et on s'est dit si on regardait un peu les trucs à vendre en ce moment à Bruxelles, et puis on a vu ce bâtiment. 2 jours plus tard, on est allé le visiter et puis en fait, de manière totalement inconsciente, on était en mode allez, on est 4, on s'aime, on se lance, on y va. On a signé la promesse de vente, l'offre, je pense 1 semaine plus tard. Il y en a 2 qui n'avaient pas visité. Et juste la confiance totale, on y va et puis on se lance pas. Donc c'était le jour où on est sorti de la signature de l'offre, on s'est vraiment dit on a peut-être fait la pire connerie de notre vie et en même temps c'est tellement excitant et c'est vraiment un truc de synergie qui était trop cool. Alors il y a des hauts et des bas bien sûr,
mais trop chouette aventure, quoi. C'était super spontané. Totalement spontané. Quand on a signé le compromis, il y en a 2 qui n'avaient pas visité. Donc on avait quand même fait 6 mois de deal avec les banques, les prêts, le propriétaire, et les 2 ils ont signé le compromis, ils n'ont pas visité, quoi. Juste en mode on vous fait confiance, on y va. J'ai jamais acheté avec des amis un bien, quelque chose, mais j'ai fait des tentatives, j'ai eu des idées, des envies de le faire, et j'ai rejoint par période des collectifs ou des communautés qui habitaient en milieu rural. J'ai développé des projets plutôt artistiques où je me suis infiltré dans ces collectifs. Et j'ai fait des périodes de vie où je sortais les chèvres, où il faut retourner les fromages et nanan, ou participer à la vie collective de ces milieux, de ces lieux, en amenant mes outils du théâtre et mes envies et mon imaginaire. Et donc on matchait à des endroits de plus que de vie, mais de projets artistiques un peu tarés, quoi. Donc on a dans un lieu que je peux nommer, je pense qu'ils elles m'en voudront pas, c'est Coutis. Donc on a créé une foire qui est un espèce de spectacle de rue complètement déjanté, et c'est une folie d'amitié autour d'une table. Un soir on s'est dit ah oui, on ferait bien une foire. Donc on n'a pas acheté quoi que ce soit, mais on a développé un projet artistique qui était précieux. Je voulais en parler au début, mais quelque part, le travail de compagnie ou les travails que les compagnies de théâtre font, en tout cas dans le jeune public, les compagnies sont des familles. La matière du théâtre, c'est une matière humaine qui nous rapproche tellement que le métier fait que, quand ça se passe bien en tout cas, pas nécessairement dans des grosses structures non plus, mais en tout cas pour ma part, des gens avec qui on a monté des projets sont devenus des amis et des gens de la famille, quoi. Donc oui, j'ai côtoyé des collectifs néo-ruraux, j'ai eu des moments de vie avec... et j'aurais pu dire « Ah mais oui, moi j'achète une caravane et je viens vivre ici ». Et ça s'est pas fait, mais j'aurais pu. Je l'ai testé, c'est né dans ma tête, et puis l'idée est passée, mais ça pourrait encore arriver. Voilà. C'est une porte qui est ouverte, et c'est des lieux où je sais que je serai accueilli et ça pourrait se mettre. Voilà. Et même si le temps passe et ces personnes ou ces lieux, je ne les visite pas pendant X temps, si j'y reviens, je retrouve cette connexion. Et c'est ça qui est fantastique dans l'amitié. Tu as parlé au début, tu as comparé les relations amoureuses et l'amitié, et je dirais qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas une grande différence. Il y a la même intensité d'amour, à la différence que les relations amoureuses, quand elles s'arrêtent, c'est comme si tout s'arrêtait, alors que je retrouve plus de constance dans les relations d'amitié, parfois parce que je les retrouve, peu importe si le temps passe, même s'il y a parfois il y a des tensions, il y a des conflits, mais... On peut retrouver. Je pense que, pour rebondir sur ce que tu dis, une relation amoureuse, sentimentale qui s'arrête, je pense, c'est une généralité, mais c'est beaucoup plus difficile de retrouver un lien avec la personne qu'on quitte qu'une amitié. On peut se séparer pour des raisons quelles qu'elles sont, et tu sais pas pourquoi, 5, 10, 15, 20 ans plus tard, le lien il revient parce que c'était une phase de vie, et finalement tu retrouves la personne comme si c'était hier ou d'une autre manière. Mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à avoir quand tu te sépares sentimentalement de quelqu'un, où en général soit tu coupes court à toute relation, soit parfois t'arrives, mais franchement de manière générale c'est assez difficile de garder du lien, et j'admire énormément les gens qui le font, mais c'est plus vrai avec l'amitié, je trouve. Ouais. Et pourquoi, en fait, c'est une question. Tu vois. Bonne question. Beaucoup de questions. Mais oui, ce qui revient, c'est ce lien, en fait. C'est un lien, et peut-être que c'est lié à des périodes de vie, des constructions aussi. Pour moi, c'est ça. C'est comme tu disais, comme vous disiez, c'est... cette personne, on l'a rencontrée là, et si on lui parle pas pendant 1 an, 5 ans, et qu'on la retrouve, les connexions se refont, se font de nouveau. Donc et ce qui est revenu aussi, c'est qu'on a peut-être consciemment pas moins d'attentes envers une relation amicale qu'une relation amoureuse, surtout que dans une relation amoureuse dite entre guillemets classique, donc monogame, etc. On met tout sur la même personne, toutes nos attentes, tous nos besoins, les amis, chacun peut nous apporter quelque chose de différent, et donc
c'est entre guillemets plus équilibré. C'est clair. Et je pense que t'as aussi l'intensité, tu vois, l'amour. Je sais pas si vous avez déjà été amoureux, je suppose que oui, mais l'amour c'est hyper intense, c'est hyper fort. Parfois ça peut être des pics comme ça qui durent. Ça nous met. Enfin, moi, ça m'a déjà mis hors de moi d'être amoureuse. Et je pense qu'avec même un coup de foudre amical, tu peux avoir ce pic, mais c'est pas du tout, tu le vis pas du tout de la même manière. Même physiquement, tu peux apprécier très très fort quelqu'un, le considérer comme ton frère ou comme ce que tu veux. Je pense que c'est pas un amour qui peut t'emmener à pas dire de la folie, mais tu vois, qui peut t'emmener à des seuils de dinguerie, hein, en fait. Encore, ça m'est arrivé de m'énerver très très fort, mais je pense que c'est plus rationnel qu'un amour sentimental, quoi. En gros. Et est-ce que vous avez ressenti, quand vous parlez justement de ces modes de vie, on va dire un peu plus qui sortent un peu des sentiers battus, est-ce que vous ressentez du jugement ou de la bonne curiosité, ou voilà, est-ce que c'est des choses qui ont été qui vous ont interpellé ou que les gens étaient interpellés? Les deux, je pense que donc par rapport à ces lieux que je connais, qui sont certains lieux très proches, qui ont des vies complètement en marge d'une façon de fonctionner traditionnelle. Il y a beaucoup de curiosité des jeunes générations, on va dire, pour ces modes de fonctionnement différents, hors normes, etc. Mais du jugement, moi personnellement, j'ai eu, il y a une dizaine d'années, j'étais en relation avec une personne qui était en relation avec une autre, donc c'était un triangle amoureux, quoi. Et c'était merveilleux, mais de l'extérieur, en effet, j'ai ressenti de l'attention, de l'incompréhension, de la gêne, d'une forme de jugement, certainement, même de la part de proches qui... Mais interrogation, vraiment du jugement parce que hors schéma ou... En tout cas, par exemple, pour citer ma maman, qui faisait des commentaires sur mon amoureuse et qui la jugeait, qui la mettait dans une certaine case. Je vais pas citer les mots qu'elle a dit, mais elle la condamnait ou bien elle la plaignait. Alors que c'est marrant parce que cette personne qui était au milieu de deux amoureux vivait quelque chose de très épanouissant et fantastique, parce que c'était deux vraies relations amoureuses. Donc elle était, heureuse en fait. Donc la vision extérieure était jugeante et même à l'opposé d'une réalité. Mais quand on arrivait dans des lieux, dans le milieu du théâtre, ça jasait, tu vois, c'est des jugements de... Alors que toi, t'étais totalement épanouie là-dedans, et du coup, ça... Je dirais pas totalement épanouie, mais... mais j'ai eu des phases. Choix, c'était un choix, ouais, voilà. Complètement. Si, j'ai eu des phases très épanouissanses et très heureuses, ouais. Et complètement assumées. Oui, c'est ça. En fait, c'est à partir du moment où c'est assumé, on voit les choses aussi d'une autre manière, j'imagine. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est lié parce que c'était une relation amoureuse? Parce que là, du coup, ça prenait en compte l'amour romantique. Est-ce que si... après, peut-être que Claire, je sais pas si t'as ressenti du jugement quand tu parles de ton projet, mais est-ce que c'est pas parce que c'est une relation amoureuse et que les gens, du coup, sont là... c'est pas le schéma classique, donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, tu vois, peut-être. Ouais, je me demande, tu vois, certainement. Quand tu en parlais, je me dis, mais peut-être parce que ça touche au couple romantique, tu vois. Complètement, parce que ça touche à ça, complètement. Si ça avait été trois amis qui sont dans quelque chose de fusionnel, mais c'est juste trois amis, on les juge pas. Alors qu'en fait, on se trompe sur les deux tableaux, parce que trois personnes amies pourraient être dans une fusion qui partagent 1000 choses et seraient aussi hors normes, si tu veux. Mais là, oui, ça questionnait le couple conventionnel et les idées reçues qu'on avait. Et donc, nos enfants qui fréquentaient, tout le temps mélangés, si tu veux, à l'école, étaient aussi confrontés à « Ouais, mais les autres gamins ont des parents, ils ont pas, tu vois... c'est pas des troubles, ils sont deux. Ouais, donc ils prenaient des petites réflexions. Mais ou bien ça ouvrait des imaginaires aussi. Et en plus, mon souvenir, parce que c'était quand même il y a un petit bout de temps, c'est que mes enfants, au plus étaient petits, à l'âge le plus petit, étaient dans genre, mais
il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème. C'est possible parce qu'on s'aime, parce que l'amour, ça dépasse tellement de choses que c'était ok, c'était pas bizarre. Ils sont pas façonnés encore aussi. Non. Et au fur et à mesure que les enfants ont grandi, parce que la relation a duré 7 ans, petit à petit, les enfants prennent plus conscience de « Tiens, mais on est hors norme, c'est une drôle de famille quand même. » Mais ils l'ont, je pense, jamais mal vécu, je dirais, parce que nous, on était ok avec ça. C'est ça, ouais. On aimait cette vie-là, quoi. Bah moi, il y a 2 choses. Il y a une première, c'est que pour avoir beaucoup été en groupe, en bande, pas eu de jugement par rapport à ça, mais bizarrement plutôt de l'admiration en fait, de copains ou copines à côté qui étaient plutôt des gens qui avaient besoin d'être plutôt seuls, enfin qui avaient des amis mais qui avaient besoin de ce capital, de se retrouver seuls, de pas tout le temps être en groupe, que ça les épuise et tout, ou qui n'ont pas ce genre d'amis. Par exemple, mon amie d'enfance, elle a pas ce truc de bande, elle a 3-4 copines de toujours et des gens qu'elle fréquente un peu dans son quotidien mais qui sont pas ses meilleurs potes quoi. Alors que moi j'ai grandi dans ce truc de bande et d'être tout le temps avec mes potes, je les appelle les gars parce que c'est tous des mecs, souvent je suis avec les gars, alors elle dit souvent t'es avec tes gars et en fait souvent ça a généré plutôt de l'admiration de dire putain mais c'est dingue, t'es tout le temps avec des gens, comment tu fais pour vivre comme ça, je trouve ça trop ouf, ça crée des projets parce que le truc de la maison c'est un projet mais il y en a eu 1000 des conneries qu'on a réussi à faire en discutant autour d'une table et à toujours trouver des idées farfelues et du coup ça a plus généré de l'admiration où je comprends pas comment tu fais pour vivre tout le temps entouré comme ça mais moi je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seule et je prends mon moment seule mais c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir des gens sur qui je compte et il y a des gens j'ai des copains qui sont moins dans ce mode de vie et qui le voient vraiment comme un truc que eux ils arriveraient pas à faire quoi, par exemple. Épuisant et donc du coup eux c'est plutôt les quelques amis d'enfance, la relation de couple, peut-être aussi un schéma plus classique mais je pourrais pas partir 7 jours en vacances avec 10 potes quoi, enfin c'est inconcevable alors que moi j'adore quoi, enfin alors 7 jours ça va. Moi je rentre, j'ai presque la larme à l'œil, je suis trop triste de quitter mes potes alors qu'on a passé 7 jours à dormir à 4 dans un lit mais enfin voilà, je trouve que mais donc ça c'est la première chose et la deuxième chose, ça m'est arrivé alors trouble mais pas sentimental, trouble amical plutôt, d'être dans une relation donc on est moi, une autre copine et un autre pote où on est très très fusionnels. Eux ils ont eu une histoire par le passé qui font qu'ils ont une relation particulière et lui et moi il s'est jamais rien passé entre nous mais on est vraiment meilleurs potes de toujours quoi. Et il y a pu avoir des moments en fait où cette amitié nous on est toutes les deux très copines et chacune on a notre relation avec lui et on se voit beaucoup tous les 3 et ça a pu générer à des moments soucis de jalousie par moment ou d'intensité entre nous 3 ou entre 2 du même groupe qui font que le reste de la bande autour se sentent peut-être parfois gênés ou mal à l'aise parce qu'on est dans notre délire ou parce que on fait un truc ensemble ou qu'ils font un truc tous les 2 et que du coup ils disent ah mais dis donc Claire elle est pas conviée, et donc en fait ça crée un peu des espèces de micmac comme ça parce que c'est des groupes et dans les groupes ça jase quoi, voilà c'est des relations humaines et donc ça a pu amener à certains moments des malaises entre guillemets où après on doit en parler et se dire bon voilà qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, pourquoi j'ai ressenti ça, c'est pas parce que je suis amoureux de toi et que ça me saoule que tu sois avec elle mais parce qu'en fait je me sens lésée, parce que ça devrait rien changer à notre relation. Donc en fait ça ramène toujours à c'est de l'intensité aussi et ça ramène toujours à se re-questionner sur nos relations et sur nos manières de vivre ensemble parce que comme on se voit beaucoup ça crée un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux sentiments, c'est presque des relations amoureuses mais amicales quoi. Et oui en fait sans rapport physique sans rapport physique et même sans moi je suis pas très sujet à la jalousie et tout mais ça peut parfois amener à ce genre de truc parce que c'est fusionnel quoi, donc un peu les deux en fait. Donc implicitement ça renvoie quand même à des codes quoi. Totalement. Et bon après là en l'occurrence c'est des amitiés mixtes de genre. Moi j'ai jamais été très très pote avec des groupes de filles, ça me correspondait pas trop, un peu plus maintenant d'ailleurs, mais donc je pense que c'est aussi dans des relations mixtes on peut aussi arriver parfois à avoir des sentiments extra amitié qui peuvent se poser en mode oh là là on a passé beaucoup de temps ensemble, j'ai l'impression que du coup il se passe un truc alors qu'en fait pas, et donc on revient un peu en arrière en mode ok non c'est juste que tu passes beaucoup de temps avec une personne, ça peut te faire poser des questions et enfin voilà, et du coup il y a quand même les gens autour
qui peuvent s'interroger sur ta relation. Et moi, comme j'ai toujours été amie avec des mecs, j'ai eu beaucoup autour de moi de gens qui disaient ah ouais mais bon l'amitié fille-garçon t'es sûr qu'il veut pas te truche non mais en fait c'est mon pote donc même s'il le voulait moi si j'ai instauré que c'était mon pote c'est mon pote tu vois et donc ça c'est plus c'est un peu du jugement hein. C'est un peu du jugement mais ça c'est du questionnement mais c'est du jugement quand même tout à fait et c'est marrant parce que moi c'est l'inverse je traîne que avec des meufs. Voilà. J'ai très peu d'amis quoi. Ouais. Et c'est très clair. Ou alors, il y a eu une histoire, il y a eu une aventure, mais elles sont devenues des amies, mais mes amies fondamentales, ce sont des elles. Quoi. Ouais, et moi, c'est des ils. Et c'est très clair. Et il y a une zone très forte de frontières qu'on ne dépassera pas parce que, je sais pas, c'est mystérieux, mais on s'en fout en fait d'aller là. Ouais. On s'en fout d'aller là. Ça pareil. nous est égal, ça revient à la même chose. Je pense à 2-3 personnes à qui je peux dire je t'aime. Et c'est en Europe qu'on dit je t'aime parce que, je veux dire, je reviens du Japon, on dit pas je t'aime. Enfin, on dit ça autrement. Mais... Même si en Europe on dit je t'aime, tout le monde se dit pas je t'aime en amitié. Non. C'est vrai. Je sais pas si c'est de la pudeur ou de la peur du coup de ramener ça vers une relation amoureuse, enfin tu vois ça. On revient tout le temps à la comparaison. Bah oui mais c'est parce que si on s'est rendu compte on revient tout le temps à cette comparaison. Parce que c'est de l'amour les deux et qu'il y a quelle est la frontière quand c'est fusionnel. Après oui donc du coup dans la relation amoureuse il y a l'attirance physique qu'il y a certainement pas dans les relations amicales mais oui il y a ce truc de fusion, d'amour, de partage de vie. Donc c'est... Mais ça se pose aussi, je pense, dans l'autre sens. C'est-à-dire dans ton couple, si ça va pas top, tu peux te dire, mais est-ce qu'on n'est pas devenus juste des amis ? Oui, je pense que ça se renvoie la balle. C'est un peu les deux faces de la même médaille. Mais moi je trouve qu'il faut dire je t'aime à ses amis. Enfin, moi personnellement j'ai plus facile à dire je t'aime à mes amis qu'à quelqu'un que j'aime vraiment quoi. Et je trouve que c'est hyper important. C'est peut-être pas le mot parce que il y a pas que le mot qui dit je t'aime, il y a aussi des intentions, enfin des attentions ou des manières de prouver qu'on s'aime qui ne passent pas par le je t'aime. Mais moi je trouve que c'est super important de le dire en fait. Oui, et puis dans tout quoi. Enfin, tu le dis aussi aux amis, tu le dis après un certain temps, tu rencontres pas une personne et tout de suite, c'est sûr. voilà, vous êtes des grands potes et tout de suite tu lui dis je t'aime, ça met un certain temps jusqu'à ce que tu arrives à une zone profonde où tu peux échanger ça, où c'est des attentions mises dans des mots ou mises dans des actions et tout ça. Est-ce que vos choix de vie, considérés comme hors des sentiers battus, ont induit une prise de distance avec votre famille ou pas ? Moi pas. Non, moi pas. Je suis très proche de ma famille, même si on n'est pas proche géographiquement. Mais eux, je crois ils savent que j'ai toujours vécu comme ça et ils sont contents pour moi, ils m'encouragent. Ils savent que j'ai besoin de ce truc, d'avoir une deuxième famille, d'être entourée, de me sentir choyée, entre guillemets. Donc non, pas de distance pour ma part. Mais bon, peut-être un jour, hein, je sais pas, je suis jeune. J'ai du mal à répondre parce que ma famille, sur des questions amoureuses, oui, ça a pu être des visions de l'amour qu'on ne partage pas du tout, et donc oui, jugement ou éloignement, mais pas tellement finalement. Ok. Pas tellement, ouais. Et du coup, si vous désiriez avoir un enfant hors du couple romantique, donc avec un ami ou un ami, et avec la réglementation actuelle qui apparemment, si on a bien compris en Belgique, est un espèce de vide juridique pour l'instant, est-ce que vous auriez tendance à vous tourner vers un ami du sexe opposé parce que ça paraîtrait un peu plus facile, ou pas forcément ? Vous pourriez vous lancer dans l'aventure avec un ami du même sexe pour être coparents ? Bah moi, je sais pas si je ferais... Enfin moi, j'ai ce mode de vie, de vivre avec mes copains, d'être toujours un peu en groupe. Mais je suis quand même assez tradie au fond. Je viens d'une famille assez tradie.
j'ai envie de rencontrer l'amour, d'avoir des enfants, de fonder une famille, mais ça m'empêchera pas de garder ma vie de pote, enfin j'espère. Mais si ce sera tes voisins. Oui, en plus. Non, mais si je devais avoir des amis, c'est des trucs qu'on se dit souvent avec des potes, bon bah si à 40 ans on n'a toujours pas trouvé, bon on y va quoi. Hein, t'as rappelé que la limite ouais, c'était 30, puis maintenant qu'on y arrive, ouais, voilà. Mais bon, je pense qu'on le fait tous d'une manière ou d'une autre. Mais donc personnellement, j'irais plus sur un ami du sexe opposé, oui. Mon côté tradi, du coup, qui est en mode si je veux un enfant, il faut un petit spermatozoïde et un petit ovule. Est-ce qu'on le fait en le faisant ensemble ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais oui, et puis sans forcément vivre ensemble, je trouve que si l'enfant, il est... Mais encore une fois, là, c'est mon avis et c'est vraiment... Je sais que tout le monde n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais si l'enfant il est conscient que ses parents sont des amis, que c'est pas un couple, etc., je trouve que c'est aussi chouette qu'ils grandissent dans ce mode de vie avec des figures aussi de sexe opposé et que voilà, en fait, même s'il est dans un mode différent, c'est pas forcément le fait d'avoir un papa et une maman, c'est plus le fait d'avoir des visions différentes, d'avoir des images de représentation différentes. Je dis pas que ça marche pas du tout avec un homme et une femme parce que je le pense pas, mais si c'était mon modèle familial, je pense que j'irais vers quelqu'un du sexe opposé. Ok. Mais sans sans l'aspect romantique, tu dirais que ça serait plus simple avec un ami garçon. Oui. Mais comme tu le disais aussi, t'as que des amis garçons aussi, oui. donc c'est peut-être c'est biaisé. Ouais, c'est peut-être le lien. Non, mais j'ai des amies filles aussi, hein, non, mais plus maintenant, mais oui, par automatisme, en fait, comme mes relations de manière générale sont plus souples et faciles pour moi dans l'échange avec des personnes du sexe masculin de manière générale, c'est vrai que je crois que ça serait plus simple pour moi aussi dans notre vision et dans notre projet commun de faire un enfant. Mais en effet, si j'avais que des amies filles, peut-être que je dirais pas du tout ça. Donc parce c'est que... par rapport au lien amical. Oui, évidemment. Donc pas spécialement sur... Non, c'est pour ça que je dis, je pense pas qu'un enfant il ait besoin d'avoir un papa et une maman. Je pense qu'on peut évoluer dans n'importe quel schéma familial. 2, 3, 4... bien sûr, exactement. Tout un village pour élever un enfant. Mais moi, de comment j'ai grandi, je serais heureuse qu'il ait des images parentales de sexe opposé, quoi. Mais c'est subjectif et personnel. Zut, je voulais revenir en arrière, mais par rapport à la question d'avant, je peux tout faire. Je fais juste une remarque, c'est que comme ma famille, ses repères traditionnels n'ont pas été très fructueux, je veux dire, et c'est plutôt des histoires qui ont été très difficiles, voire compliquées, voire tristes ou violentes, les repères que ma famille a eu, les exemples de normes de famille qu'elle a eu étaient pas terribles. Du coup, quelque part, une nouvelle version ou une nouvelle idée ou une nouvelle forme, elle ne pouvait pas s'y opposer ou voir, parce que elle est consciente qu'en fait la trad était pas très convaincante. Oui. Voilà, je pensais juste à ça, tu vois. Par rapport à cette question-ci, dans mon idéal, mais qui n'est pas très réaliste, je choisirais un groupe de personnes. Si je devais le refaire, dans mon idéal, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Et même, voilà, quand je parlais des collectifs que je connais qui sont confrontés à ça, c'est-à-dire des enfants éduqués, élevés, comment dire, par plusieurs parents, et donc on s'en fout finalement de qui est le parent parce que ça devient le collectif qui est le plus souvent éduque les enfants, ou des personnes qui sont pas du tout les parents qui s'occupent des mômes, parce que du coup je trouve ça très intéressant cette façon de faire et très chouette à des endroits très riches. Mais ça, voilà, c'est aussi compliqué parce que ça peut être aussi tendu. Il y a un tas de questions qui se tendu posent. Par rapport à la faisabilité d'un groupe, parce que aussi plus on est nombreux, plus du coup ça met des... C'est pas juste des questions pratiques, c'est ce que ça nous renvoie. C'est parce qu'on a un tas de choses à déconstruire et que donc même ces gens-là viennent de modèles plus trad, ou même
ça réveille des émotions et des tensions et ça nous met en conflit quand même à plein d'endroits. Je vais pas rentrer dans des détails parce que même j'ai pas les idées concrètes, mais en tout cas, si je rêvais, je me dirais ah oui. Et si une famille, je choisissais plutôt une nouvelle famille qui éduquerait cet enfant. Ça, j'adorerais. Donc toujours cette idée de collectivité. Après, que tu habites vraiment avec les personnes ou pas loin, mais pour répondre à la question, j'irais chercher un ensemble de personnes. Venez, on adopte un enfant. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le mode de vie que vous avez, toi Claire, c'est pas encore tout à fait commencé, mais ça arrive. Est-ce que a priori vous envisagez de poursuivre comme ça indéfiniment, et est-ce que surtout vous pensez que ça a pu donner des idées ou inspirer des gens de votre entourage ? Bon, je suis pas encore dedans en effet, mais je pense que la manière dont je vis depuis 10 ans, même si on vit pas tous dans la même maison, finalement elle ressemble à ça, parce qu'on se voit tous les jours, tous les week-ends, toutes les vacances, éternellement. Et du coup, on vit déjà un peu comme ça en réalité, même si on n'est pas tous sous le même toit. Pour l'instant, moi ce modèle, entre guillemets, modèle ou mode de vie me convient parce que je suis dedans et j'aime vivre comme ça. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, moi personnellement, je suis encore dans un schéma assez traditionnel quand même, où j'aspire à rencontrer quelqu'un et à faire une autre famille qui s'intégrera en fait à la famille que j'ai choisie actuelle. Mais ça peut aller ensemble, c'est-à-dire que je sais pas combien de temps je vivrai dans cette maison collective, mais du fait qu'on a chacun notre espace, on a chacun notre appartement, ça permet que si on veut faire des enfants, si on veut avoir des partenaires, un partenaire, 2 partenaires, peu importe, en fait on peut vivre sans imposer à l'autre notre nouvelle famille. Je pense que c'est plutôt de l'addition en fait. C'est pas, on n'enlève pas, on prend pas quelque chose pour enlever quelque chose. Je pense que à partir du moment où on choisit de vivre comme ça, et je pense que dans les communautés ça doit également se passer comme ça, c'est tu t'additionnes et à un moment si ça convient pas, voilà, les gens se séparent entre guillemets. Mais je peux me tromper parce que peut-être que dans 10 ans je me dirais que ça n'a pas fonctionné, mais je suis persuadée qu'on peut mélanger le fait de fonder une famille, quelle qu'elle soit, de quel type elle soit, avec le fait d'avoir des relations amicales fortes et proches et des relations familiales de sang aussi fortes et proches. En fait je suis persuadée qu'on arrive à tout faire, c'est juste une question c'est une question de volonté. De comment est-ce qu'on a envie qu'ils interagissent ensemble et qu'ils se croisent aussi en fait à certains moments. Mais moi je trouve ça trop cool si on vit dans cette maison, qu'il y a des gens qui s'additionnent et à la fin ça fait juste une super effervescence de plein de gens qui s'aiment. Je trouve ça super quoi. Et une grande famille, je trouve ça génial quoi. Donc voilà. Je vois pas ce que je pourrais Mais je pense dans les communautés et dans le vivre ensemble, n'importe où, ou dans n'importe quelle ville ou schéma, en fait je crois que si les gens s'entendent, ça crée juste des super effervescences quoi. Oui. On a tous rêvé d'avoir des enfants en même temps que nos potes pour qu'ils soient tous copains et tout. Finalement, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Moi, j'ai grandi un peu comme ça quand j'étais jeune et c'était trop bien. On était tous potes. Moi, j'étais souvent la plus jeune, il n'y avait que des mecs. Et moi, ils me trimballaient partout. Mes parents, ils s'occupaient pas. Enfin, voilà, c'était cool, quoi. Donc, ouais, je me souhaite ça. Hyper utopique, mais j'y arriverai. Non, mais bon, on verra. On discute de l'intensité de nos relations amicales, on se questionne sur des moments de vie, des phases de vie, mais aussi peut-être sur les villes dans lesquelles on vit. Claire trouve que Bruxelles génère cette intensité et une certaine puissance du collectif. Par rapport à la France, en tout cas, je sais pas si ça a à voir, mais je viens de lire un article de Thomas Gunzig, je crois. Il compare le système politique belge et français. Il est tellement différent parce que la notion de pouvoir en Belgique n'existe pas. Parce que le président de la République, il a tout pouvoir en France, alors qu'ici, les partis n'ont pas de pouvoir. Du coup, je ne sais pas si ça teinte sur la façon collective de fonctionner, mais ici, les politiciens, ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Il n'y a pas de gouvernement, toujours pas. En plus du fait qu'il n'y a pas de gouvernement, mais même juridiquement, tu vois, c'est communal, c'est fédéral, et c'est vraiment pas le même système politique. Ouais. Non, c'est clair. Je sais pas si ça... peut-être, d'une manière ou d'une autre, mais on aime bien, du coup, mettre des citations.
Donc là, dans la série Pause, Ricky Evangelista dit « La famille, c'est là où l'amour est ». La notion de famille devient une notion tout simplement d'amour et non de filiation, comme une famille choisie, ce qui peut nous amener à nous questionner sur la notion même de la famille. Cela ne dépendrait pas seulement des liens biologiques, mais tout simplement d'amour. Je pense que là, avec l'épisode qu'on vient d'avoir, je pense que... C'est un oui collectif. Exactement. Oui. Ben voilà, oui. Voilà. On sait que c'est oui. Mais j'avoue, c'était un peu en conclusion quand même. C'est une belle conclusion, du coup, on peut dire. Et est-ce que vous avez des références à nous partager sur des séries, livres, films, musique, BD, tout On prend sur la radio. Podcast, des autres podcasts. J'avais noté 2-3 petits trucs, bon peut-être que vous connaissez. Quand j'étais enfant, une relation d'amitié qui m'a fasciné, c'est dans la série des Fifi Branacier, donc Pippi Langström. Alors c'est pas le thème de la série, mais le personnage principal qui est une petite fille, je sais pas, elle a 12 ans, mais elle est super musclée, elle est très forte. Sa mère est morte, son père est un pirate. Et elle a plein de thunes, donc elle est autonome, elle vit dans une maison toute seule, ça faisait rêver quoi. Et elle a 2 voisins qui vont devenir ses grands amis et qui font partie d'une famille traditionnelle suédoise. Cette amitié va les confronter parce que Fifi a une vision libertaire du monde et ces deux-là sont dans des moules quoi. Donc leur amitié, elle est turbulente, mais moi elle m'avait fasciné quoi. Donc j'avais Fifi Branacier, j'en ai noté plein. Bon, Cagillionnaire, je sais pas si vous avez vu. C'est un film états-unien donc. Et c'est une ado qui est collée à ses parents. Et c'est très bizarre, ils vivent dans un espèce de squat, d'arnaque. Les parents, ils n'arrêtent pas de faire des arnaques pour avoir de l'argent. Et on sent qu'elle est vraiment pas confortable avec ses parents, mais qu'elle est obligée de survivre parce qu'elle a connu que ça. Et puis un jour elle va avoir une grande relation d'amour, d'amitié dans ce film qui va là. Enfin c'est une relation d'amour mais voilà qui je sais pas qui m'évoquait tout ce qu'on a dit et c'est un film qui m'a beaucoup touché. Cagillionnaire donc. 3 c'est Close. Ah, oui. C'est un film vous voyez c'est quoi ce film? C'est de Lucas Donton. Ouais. C'est très beau. Ouais. Il est fort ce film quand même. Et 4, j'ai mis Amores avec H, donc en français c'est Amour avec H. Donc c'est une édition il y a plusieurs volets et j'ai lu une édition sur l'amitié justement. C'est plein d'autrices, je pense plutôt hispanophones. Donc c'est des romans ou c'est des... Non, c'est enfin, il y a de tout puisque les autrices elles peuvent choisir. Donc il y a des fictions, il y a des témoignages, il y a de la poésie, c'est un recueil. Ok, donc ça englobe en fait tout style littéraire. Ouais, tout style littéraire. Et alors dans ce film, ce qui ressort, un truc dont on a parlé, mais pas exactement, mais il y a une idée que j'aime beaucoup qui est la notion de amitié. C'est pas un état, c'est pas quelque chose qui bouge pas. C'est quelque chose qui s'alimente et qui est en action et qui est en mouvement. Et tu peux avoir des séparations, vous en parlerez au prochain podcast, mais ça a une forme d'engagement aussi. On n'a pas parlé des gens qui sont des amis alors que ce sont des gens d'extrême droite et c'est des amitiés un peu douteuses puisqu'elles véhiculent de la haine. Du coup, c'est contradictoire en fait comme une relation d'amitié et d'amour. Donc ce bouquin il est très beau parce qu'il parle de cette notion que l'amitié ça se travaille, ça se construit, ça s'alimente et c'est une action, c'est en action. Tu vois, j'aime bien cette notion là que ça nous met en mouvement quoi. C'est pas on est des potes et c'est un fait et ce sera toujours des potes. Non, parce qu'un jour tu fais un truc qui est pas ok et je dois pouvoir te dire merde, j'ai oublié cette notion-là, c'est la co-responsabilité. Des amis qui ont fait des conneries et tu dois pouvoir leur dire non. Oui, là c'est pas ok. Voilà. Et ou c'est pas ok, du coup on n'a pas envie de continuer à se fréquenter, ou c'est pas ok, mais en fait il faut le dire. On va changer ça. Il faut le nommer pour voilà. Et donc cette amitié, elle évolue, elle est pas. Oui. Bref, donc Amore, elle parle de ça.
Qu'est-ce que j'ai noté? D'autres, j'ai noté Glow, mais je sais pas. J'ai pas fini encore cette série. Mais Glow, elle fait le catching. Ouais, c'est ça. Et c'est c'est une relation d'amitié de personnages qui sont amis et puis voilà. Voilà. Mais je l'ai noté, mais c'est ouais. J'ai pas encore tout vu, mais effectivement, je pense qu'il y a la notion d'amitié, mais effectivement, il y a aussi peut-être un peu de compétition par rapport au décor du catch, je pense aussi. Ouais. Mais le noyau de la série, c'est les 2 personnages principaux qui sont des grandes amies qui vont traverser un tas de choses. Moi, j'ai été, comme beaucoup de gens de ma génération, matrixée par Friends, How I Met Your Mother, Sex and the City et d'autres. Qui parlent de ça, se retrouver tous les soirs avec ses potes, vivre ensemble, pas ensemble, s'accoupler. Voilà, je pense que c'est des trucs que j'ai regardé en boucle, que je continue à regarder en boucle. Girls aussi, série de ouf. Et après, le film Five, il y a quelques années, avec Pierre Ninet, la bande des garçons qui... Enfin, je crois qu'il y a des frères, je me souviens plus. Mais non, ils sont tous amis. Et en fait, où tu vois des amis qui se réunissent pour qui vivent ensemble. Et juste, je trouve que t'avais un truc aussi hyper chouette. Et c'est aussi des mecs et on n'a pas toujours... Dans les films, les séries, beaucoup de choses tournent autour des filles et des relations de filles, de l'amicalité des filles. Et je trouve que là, on montre que des garçons, enfin quasiment. Et je trouve que c'est chouette. Et après, il y a une fille. Mais du coup, voilà, peut-être pour ça que j'ai bien aimé aussi. Non, mais je trouve qu'on en parlera... Enfin, on le représente quand même moins souvent. Autour d'une relation amicale forte. On peut montrer plein de choses dans les films et les séries de garçons qui vivent des choses ensemble, mais pas forcément en fait ce lien de l'amitié, qu'est-ce que ça procure de la joie, du drame et tout. Donc, je trouve ça assez beau. Et il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps là, qui s'appelle Platonique. La française ou l'américaine? Non, l'américaine. Non, française, j'ai pas vu, je crois. Il y a une série qui s'appelle Platonique. Et c'est... deux potes, enfin un garçon et une fille qui décident parce qu'ils ont une séparation de vivre ensemble, mais en dehors du couple. Ouais, là ils vivent pas ensemble dans l'américaine, mais ils se sont pas vus depuis longtemps parce que elle s'est mariée, elle a fait des gosses et elle est mère au foyer. Enfin voilà, ça dédie un peu sa vie à sa famille. Et lui, il est plutôt olé olé, il ouvre une brasserie de bière, il vient de se séparer de sa copine qui avait 20 ans de moins. Enfin bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça le truc. Et ils se retrouvent et en fait ils redeviennent super super proches, mais à 45-50 ans. Et donc ça raconte un peu comment ils se retrouvent. En fait ils continuent à faire les mêmes conneries qu'ils faisaient quand ils étaient à la fac, quand ils étaient méga potes. Et donc du coup le mari de l'actrice principale qui est un peu en mode oula attends qu'est-ce qui se passe, il est en train de me voler ma femme, alors qu'ils ont pas du tout une relation, enfin ils ont une relation amicale. Et justement je trouve que c'est hyper chouette de montrer que même après avoir fait des enfants, après avoir fait ta carrière professionnelle, etc., tu peux toujours avoir en fait cette espèce de relation avec ton meilleur pote ou ta meilleure pote et de continuer à faire des dingueries alors que juste t'es dans un mode de vie classico-classique, tu vas chercher tes enfants à l'école, mais derrière, pendant qu'ils dorment, tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, c'est un peu foufou, c'est très marrant et c'est très beau en fait. Je trouve leur relation aussi, je vous conseille. Voilà. On note. Tu m'as fait penser à un spectacle jeune public qui s'appelle un spectacle d'une compagnie flamande, Copper Kitterey, et ça s'appelle Money for Chicks and Nothing for Free, et c'est 5 mecs, donc c'est 5 acteurs flamands qui tournent en ridicule leur masculinité, on va dire, et ils font que des trucs que les mecs font ensemble. Donc mais c'est très drôle et très touchant. Ils se frappent, ils ont l'énergie, trop d'énergie, alors ils se frappent. Ils font un tas de choses complètement folles. Ils vont au vestiaire et alors ils se couvrent de mousse. Et puis ils font des statues. Bref, mais c'est un spectacle. C'est un spectacle, je sais pas si ça tourne encore, mais qui parle d'amitié. Tu m'as fait penser d'amitié entre mecs bon, c'est un point de vue où on rit de ça, si tu veux. Mais c'est marrant parce que du coup, là dans notre bande de potes par exemple, ils arrivent à se tenir plus ou moins, et puis on sait pas pourquoi à un moment ça va péter, il va falloir qu'ils se battent ou qu'ils fassent des conneries comme ça pour montrer ou un peu des concours
à la con pour voir celui qui va aller le plus loin, quoi. Et tu te dis, bon, bah, en fait, ça reste quand même bien des mecs, ils se prennent pour des gens très déconstruits, mais à la fin, t'as toujours un moment où il faut qu'il y en ait un qui montre qui est-ce qui est les plus grosses, quoi. Et donc, je trouve que même dans n'importe quel... en tout cas, dans ceux dans lesquels je fréquente, on a beau être très déconstruit, on a beau être très conscient du monde dans lequel on vit, je suis sûre que pour tout le monde, il y a des moments où on a toujours besoin de s'affirmer. Je suis une fille, je suis un garçon, et ça me fait rire en fait. Est-ce que pour terminer, vous voulez bien partager un souvenir amical marquant avec nous ? Alors moi, je trouve ça trop difficile de partager un souvenir, puisqu'il y en a trop. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'anime, c'est les souvenirs. Et j'ai un truc que j'ai depuis que je suis enfant, c'est que à chaque fois que je pars en vacances ou en week-end, où j'ai des longues périodes avec des amis un peu en communauté, mais à l'étranger, pas forcément dans notre vie quotidienne. Quand j'étais jeune, je rentrais de l'été et j'avais toujours l'impression que ça me rendait nostalgique en fait. J'avais toujours l'impression que j'allais plus jamais revivre un truc aussi bien. Enfin, je rentrais en larmes, ma mère elle me récupérait comme ça en pensant que j'avais passé un très mauvais moment, alors qu'en fait j'avais passé un tellement bon moment que ça me faisait peur de pas être capable de le revivre de la même manière. Et aujourd'hui, bon, je pleure plus quand je rentre de vacances, j'ai grandi, mais je garde quand même ce truc un peu de nostalgie et de souvenirs. Et donc en fait, pour moi, il n'y a pas un souvenir, c'est vraiment tous les moments de joie, et pas de joie aussi, même les moments tristes, qui font que nos amitiés, elles perdurent et elles s'alimentent. C'est un peu ça qui tourne continuellement dans la tête, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui me raconte des histoires toujours. J'aime bien me repasser des moments. Je suis hyper nostalgique. Mais avant, c'était de la nostalgie qui me rendait triste. Je pense maintenant, c'est de la nostalgie qui me permet d'avancer. Un peu du genre, j'ai tellement de chance d'avoir vécu ça. Ouais, ça exactement. Trop bien. Exactement. Et ça me donne envie de faire autre chose. Et bien, on fait ça la prochaine fois. Et, ça te donne plein d'énergie en fait. Ouais. Trop bien. Vraiment. Donc plus qu'un souvenir, c'est plus le sentiment en fait que ça me procure, quoi. Trop chouette. Voilà. J'en ai plusieurs, mais c'est bête. La première idée qui me vient, c'est une relation amicale avec un lapin, mais comme c'est pas que c'est pas conventionnel, mais on a eu un lapin quand j'étais petit à la maison. Et c'était vraiment un grand ami, je pense. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on avait fait des ateliers d'écriture dans une école où les enfants devaient nous partager des relations d'amour. Et il y a une enfant, une fille qui nous a écrit un poème sur sa relation à... Je ne sais plus si c'était un chat ou un lapin, mais tu vois, mais c'était des sentiments très engagés pour un animal. Donc, voilà. Donc je pensais à ça, mais sinon je pensais à... J'avais plus âgé, mais toujours à l'école, et je sais pas, je devais avoir 8-10 ans, j'avais une grande histoire d'amour-amitié avec un jeune, un gamin de mon âge, quoi, si tu veux, et on était très tactile. Bon, parce que c'était la communauté espagnole, je sais pas, mais on s'entendait super bien. Mais c'est pour ça que je pensais au film Close, parce qu'en fait, avec ce gamin, on était très proches, on était tout le temps ensemble, on rigolait tout le temps, mais on aimait bien se toucher, tu vois. Il n'y avait rien de sexuel, enfin peu importe, c'était naïf, on s'en fout. Mais je sentais que l'entourage était un peu troublé par ça. Parce que les autres garçons n'avaient pas ce rapport-là d'amitié, ce genre d'amitié-là, quoi. C'était, ouais, on joue au foot, on se touche pas, en fait, les garçons. Mais on en revient vraiment à l'éducation qu'on a à travers notre genre, quoi. Oui. D'apprentissage, et on en parle dans l'épisode sur le genre, c'est les réflexes liés à notre genre qu'on nous apprend, consciemment ou inconsciemment, quoi, par l'école, par l'éducation. Tout à fait. Donc mais c'est vraiment... C'est tragique, ce qui se passe dans le film de Close. Ouais. Et du coup, t'es resté longtemps ami avec lui le temps, les plus jeunes années, si tu veux, et après, on a grandi, on s'est éloigné.
Mais naturellement, pas par rapport au regard des autres Mais ça a dû jouer, certainement. Ça a dû jouer. C'est une amitié qui est devenue plus discrète. Et puis il y a eu un éloignement qui est fait du fait qu'on grandisse. Et donc voilà, à cet âge-là, on conscientise la société. Mais on sort de l'innocence. T'arrives en préadolescence ou en adolescence, en plus là t'as le poids du regard des autres qui est je pense que tout ça a influencé notre relation et après bon on s'est perdu de vue, mais peu importe, mais les deux je dirais alors, tu vois. Ben ouais, merci. Merci à vous. C'est chouette. Et on voulait profiter du podcast pour parler de vos projets respectifs. Si vous voulez en parler un petit peu. Oui, d'accord, avec plaisir. La compagnie, elle est toujours en action, elle a plein de projets, notamment elle est en tournée avec des spectacles. Donc, elle a écrit un spectacle qui s'appelle Adieu Moshi, qui est un spectacle que je vous invite à aller voir. Parle de le terme, je dirais, qui pourrait être retiré, c'est l'infantisme, c'est-à-dire comment le système trace des lignes aux enfants à l'école et comment est-ce que nous on reproduit. Donc c'est la relation d'une grande sœur à sa petite sœur, et cette grande sœur est conditionnée par l'école et par le bien faire, et elle veut apprendre à la petite ce que sa prof lui apprend, c'est-à-dire suivre les lignes, suivre une route toute tracée, quoi. Bref. Donc ça c'est un spectacle en création qui est en tournée. Qui va être à Bruxelles ou... Ça va jouer à Bruxelles, à la Montagne Magique en 2026. Et puis moi je suis en créa avec un solo, une histoire de famille justement où je parodie mes parents. Je joue ma mère, je joue mon père et je joue des castagnettes. Parce que j'ai appris les castagnettes pour parodier ma maman et puis c'est devenu un instrument. Puis je me suis diplômée et donc maintenant j'écris un spectacle où je raconte que j'ai perdu mes castagnettes à Bruxelles, c'est vrai, je les ai perdues et retrouvées. Donc ça c'est en écriture, et puis on a d'autres projets en écriture, une coproduction avec une compagnie japonaise sur le vilain petit canard. Voilà, ça c'est les projets de la compagnie pour le moment. Et moi je suis architecte indépendante, donc voilà. Vous pouvez aller voir on a un Instagram qui s'appelle about.atelier. Et donc on fait de la rénovation de logements, restauration, librairie, à Bruxelles majoritairement, mais Wallonie, France aussi. Donc voilà. Et vous pouvez aller manger au restaurant Grabuge, chaussée de Waterloo, qu'on a designé, et c'est nos copains qui servent. Donc allez-y, voilà, je leur fais de la pub au passage. Alors on mettra Mais on est déjà allés plein de fois à Grabuge, c'est la vie le Grabuge. C'est nous qui avons fait on a construit les meubles, on a fait la réno du resto. On a construit le mobilier, le bar, les chaises, tout. Ben, on retournera. Voilà, j'espère. Bon, en tout cas, vraiment merci à tous les deux. Ouais, merci de tous vos témoignages et de votre confiance. Merci à vous. Votre temps. Et votre temps, oui. Merci beaucoup. C'était cool. Vous venez d'écouter l'épisode 8 du Ginette Club avec Claire et Miguel. La semaine prochaine, ce sera l'épisode bonus avec les Ginettes, intitulé « Celle qui se dévoile ». Ce podcast est sponsorisé par Egoa Studio, écrit et réalisé par Marion Dumail et Julie Vigne. Merci à Pars pour la musique originale et à Nono Sono pour le matériel.